Merci beaucoup d'être venu ce soir alors que l'actualité est brûlante. C'est avec un très grand plaisir et un grand honneur que je vais animer cette table ronde consacrée à la portée du procès Barbie 30 ans après. Ce qui me fait extraordinairement plaisir aussi, c'est la confiance que m'a témoigné le Mémorial de la Shoah en me confiant d'être la commissaire de l'exposition que vous avez sans doute eu l'occasion de voir. C'est aussi pour moi beaucoup d'émotion parce que je sais que dans la salle il y a des témoins et des acteurs du procès Barbie ou des descendants des familles des victimes de Klaus Barbie. Donc je sais à quel point ce procès a marqué les esprits et les cœurs et qu'il est nécessaire d'être extrêmement respectueux et digne de la confiance qui m'a été faite ce soir. Si on est tous réunis ici 30 ans après le procès Barbie, c'est parce que ce procès a été un choc dans la mémoire collective, un choc dans l'opinion publique française. Et c'est ce qui va nous occuper ce soir, c'est de savoir quelle est la portée de ce procès et pourquoi ce procès a-t-il à ce point marqué un tournant dans l'éveil de la mémoire de l'occupation et de la souffrance à la fois des Juifs et des résistants. J'ai réuni autour de cette table des témoins et des acteurs de la mémoire du procès Barbie. Dernièrement, la conférence avait réuni à la fois Serge Klarsfeld, grâce à qui, Serge et Beat Klarsfeld, grâce à qui Klaus Barbie a pu être jugé, Alain Jakubowicz, qui était un des avocats des partis civils, et Jean-Olivier Viou, qui était à l'époque substitut général auprès de Pierre Truche, et qui avait été chargé de l'organisation du procès. Cette fois-ci, nous sommes du côté du versant de la mémoire et donc j'ai demandé à Sorge Salandon, journaliste, écrivain, qui en 1987 va assister aux 37 jours d'audience et je lui demanderai ce qu'il en a gardé, ce qui l'a marqué et ce qu'il n'oubliera jamais de ce procès. Ensuite, je demanderai à Madame Françoise Manaberger, qui est directrice des Archives nationales et l'heureuse propriétaire des archives audiovisuelles du procès Barbie, de ces fameuses 157 heures que vous pouvez voir dans l'exposition et de tous les documents qui s'y rapportent. Je lui demanderai quelles sont les exigences et les difficultés à laquelle elle se heurte avec ces archives, ce précieux trésor. Puis je demanderai à Jean-Marie Cavada, député européen aujourd'hui, mais qui était le plus célèbre des présentateurs et des producteurs d'une émission entrée elle aussi dans la mémoire collective, La Marche du siècle. En 1993, va se faire le relais du procès Barbie. Je demanderai aussi à Jérôme Clément, que l'on connaît, à qui j'ai demandé de venir pour une double raison, à la fois une raison personnelle, puisque le procès Barbie marque pour lui aussi un tournant personnel dans son histoire familiale, et puis aussi parce qu'il a été le président d'Arte et à ce titre un des acteurs de la mémoire du procès Barbie. Enfin, j'ai demandé aussi à Denis Salas, magistrat, président de l'Association française de la justice, de venir nous dire à quel point ce premier procès pour crime contre l'humanité en France en 1987 ouvre une série d'autres procès pour crimes contre l'humanité
et quel rôle se met en place de tension et en même temps de complémentarité entre la justice et l'histoire. Existe-t-il une vérité judiciaire et vérité historique? Quelles sont les tensions? Donc pour commencer, la parole évidemment va à celui qui est sur place le 11 mai 1987, qui est dans la salle des pas perdus du Palais de justice de Lyon et qui fait son métier de journaliste judiciaire, tout simplement. Est-ce que cette entrée dans le box des accusés de Klaus Barbie menotté, Klaus Barbie Altmann menotté, n'est pas pour nous tous, pour vous en particulier, puisque vous en êtes le témoin direct, mais pour nous tous, qui ont d'ailleurs, à l'époque, ont vu retransmis en direct à la télévision, pour la première fois, l'ouverture du procès. C'est une image qui tourne, au fond, dans nos mémoires, et presque en boucle. Est-ce que vous vous souvenez de ce moment inouï? Moi, j'ai été correspondant de guerre pendant plus de 20 ans. Et je crois que ce procès m'a laissé des traces beaucoup plus violentes que tout ce que j'ai pu vivre en temps de guerre. Quand Klaus Barbie est arrivé, moi, ce qui nous a tous étonnés, frappés, c'est qu'en fait, c'était un homme ordinaire. Et le bouleversement, c'est que nous entendions parler depuis des semaines et des mois. C'est vrai qu'il avait un sourire particulier, mais le sourire du monstre, le regard du monstre, en fait, Klaus Barbie, c'était n'importe qui d'entre nous. Et cette violence-là, de brusquement, l'homme qui rentre dans le box, j'avais écrit, c'était une sorte de vieillard fantomatique. L'homme qui rentre dans le box, eh ben c'est un homme ordinaire, et le procès va en être encore plus violent, parce qu'il n'a pas les caractéristiques de ce qu'on pensait être un bourreau, un salaud, un criminel. C'est un homme. Et c'est cette violence-là, c'est cette proximité entre l'homme qui rentre et nous tous qui a été d'abord un choc. L'homme qu'on allait juger était un homme ordinaire qui avait fait le mal. Et brusquement, nous nous sommes sentis tous à proximité du mal possible qui est en nous. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on a dans nos ventres? Est-ce qu'on le sait? On est quoi? Des bourreaux, des traîtres, des salauds, des résistants? Qu'est-ce qu'on est? Et quand il est entré, on s'est tous posé cette question terrible, c'est quel salaud nous on cache dans notre ventre. Donc ça, pour moi, c'est la première chose. La deuxième qui a été formidable à mon sens, mais avec le recul, c'est lorsque Klaus Barbie a quitté la salle d'audience. Quand il a quitté la salle d'audience, donc il ne voulait plus comparaître, souvenez-vous, il disait s'appelait Klaus Altmann, enfin on sentait qu'on rentrait dans des... Lorsqu'il a quitté la salle d'audience, la moitié des journalistes se sont levés en disant cette phrase qui est idiote. Puisque Klaus Barbie est parti, ce procès n'a plus aucun intérêt. Or, le procès a commencé lorsque Klaus Barbie est parti. C'est-à-dire que le fait qu'il quitte la salle d'audience fait que tout ce qui va être dit, tout ce qui va être avoué, des gens qui n'avaient pas parlé souvent à leur famille, qui n'avaient pas parlé à leurs proches, qui n'avaient jamais rien dit, qui n'avaient pas osé, qui ont attendu ce moment-là, ces gens-là, parce que le banc était vide, ces gens-là ont osé. On aurait pu avoir, avec Klaus Barbie en face de nous, on aurait pu avoir un procès hurlé, un procès avec une hystérie normale, avec une colère, avec une violence, je le reconnais, mon Dieu, c'est lui. Et parce qu'il n'était pas là, on a eu, même dans les pires des moments, c'était un procès murmuré. C'était des douleurs murmurées. C'est-à-dire que grâce à son absence, alors il y avait Maître Vergès qui était là, qui parfois a cristallisé des colères, mais en tout cas le fait qu'il n'y ait pas cet homme en face, qu'il n'y ait pas ce sourire en face, qu'il n'y ait pas ce regard en face, fait que des gens se sont mis à nu devant nous, à nu dans leur douleur, à nu dans leur désarroi, et parce qu'ils n'avaient pas à lui rendre des comptes, ils n'avaient pas à se tourner vers ce box, ils se tournaient vers le président, ils se tournaient vers les jurés, ils se tournaient vers nous tous, et ils nous racontaient. Personne n'aurait pu raconter si Klaus Barbie était là, j'en suis persuadé. Il est revenu 2 fois ou 3 fois, je ne me souviens plus exactement, 2 fois, parce qu'il fallait être confronté à des témoins directs, c'est-à-dire qu'il avait torturé lui-même, il fallait que l'homme à la schlag soit en face de sa victime. C'est normal, c'est la justice, il le fallait. Mais pour tout le reste, moi j'ai des, si vous le permettez, mais quand Madame Fortuné Benguigui, une petite dame, arrive,
Fortuné Benguigui, ce qu'elle va nous raconter, elle ne peut le faire que parce qu'il n'est pas là. Elle peut le faire en confidence à nous, d'abord parce qu'elle n'a pas peur. Il y avait encore des gens qui avaient peur de lui. Elle peut nous le faire parce qu'elle peut le raconter parce qu'elle est juste, elle est entre être humain. Et ce qu'elle va dire dépasse tout. Donc c'est l'être humain qui parle aux êtres humains sans ce monstre qui est dans son... Fortuné Benguigui, elle avait 3 enfants. Jacques, 13 ans, Richard, 8 ans et Jean-Claude, 6 ans. Ce sont 3 des 44 enfants d'Isieux. Quand Fortuné Benguigui vient nous raconter qu'elle sait qu'elle va être prise, qu'elle va être emmenée, qu'elle va être déportée, mais en tout cas, les 3 enfants sont en sécurité à Isieux. Et elle le raconte comme une maman. Elle raconte que Jacques, son enfant, le plus grand, elle lui a fait un pull pour pas qu'il ait froid. Il fait froid dans l'Ain l'hiver. Elle lui fait un pull, mais elle n'a pas assez de laine. Donc c'est un petit pull grenat. Mais il manque une manche, ce sera d'une autre couleur. C'est un pull exclusif, grenat avec une manche différente. Et elle est déportée. Et elle est à Auschwitz. Et dans la file des enfants, un jour, elle voit le pull de son fils. Ça. Vous ne pouvez pas raconter ça face à l'homme qui est responsable de ça. Vous ne pouvez le raconter que parce qu'en face, vous avez en face de vous des hommes et des femmes qui vous écoutent et qui ont votre désespoir et votre désarroi. Et quand elle raconte ça, et quand elle raconte après, parce qu'elle avait perdu la tête, Fortuné Benguigui, c'est-à-dire que elle a cru, elle a espéré que les 3 enfants avaient été libérés par les soviétiques et qu'ils vivaient en Union soviétique. Elle avait même fait de longues lettres à Ivan Rebrov, le chanteur, en disant « Je suis ta maman ». Et toutes ces choses-là, toute cette petite pudeur violente, ça a été dit parce qu'il n'était pas là. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est qu'on a appris aussi d'autres choses dans ce procès. Des choses qui n'avaient jamais été dites. Sans Barbie, des gens ont pu raconter, non pas ce qui se passait dans les trains, parce que c'est indicible, mais ont pu dire qu'il y a eu des déportés qui ont fait serment de ne jamais dire ce qui s'était passé dans le train. Parce que lorsqu'un mort tombait, ça faisait de la place. Et lorsqu'on avait faim, on pouvait manger quelque chose qu'on ne mange pas habituellement. Toutes ces choses-là ont été dites parce qu'ils n'étaient pas là. Aussi, ont été dites d'autres choses très belles. Et là, je parle des Français, des non-juifs, des Français, des petits gens comme ça qui ont aidé ici, qui ont aidé là, qui ont fait ce qu'ils ont pu. Cette petite dame juive qui échappe à l'UGIF, qui échappe à la rafle, qui échappe au traquenard, et qui a une petite carte d'identité toute moche, toute mal faite, avec une photo qui n'est pas bien, avec un tampon qui n'est pas sec. C'est pas possible, cette carte n'est pas possible. Ce faux papier est une dénonciation. Et elle arrive du côté de la place Bellecour, et la place Bellecour est bloquée par la police, par la gendarmerie, est bloquée par l'ISS. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle va vers les Français, elle va vers les gendarmes, et elle tombe sur un jeune gendarme, et 8 ans. Et ce jeune gendarme, dont on ne saura jamais le nom, on ne sait pas qui c'est, elle dit, voilà, je tenais à vous dire, moi, qu'il a regardé la carte, il m'a regardé, il a regardé la carte, il a haussé les épaules et il m'a dit, allez, file. Ce « allez, file », c'était important qu'il soit dit dans ce procès-là. Moi, ce qui m'intéresse dans ce procès, je vais vous dire, c'est que la Shoah, ce ne sont pas des chiffres, ce sont des gens. Et ce procès nous a permis de remettre des noms sur des visages, de remettre... C'est-à-dire que nous, avec ce procès, c'est une multitude qui est entrée à Lyon. C'est une multitude. C'est-à-dire qu'on n'était pas dans les statistiques, les gens sont entrés. Et surtout, ce que nous savions tous les journalistes, nous savions ça, c'est que ces voix allaient s'éteindre. Elles étaient déjà faibles. Même Madame Geneviève de Gaulle, elle s'est effondrée sur les marches du palais de justice en sortant après avoir témoigné. Tous ces gens-là avaient toute leur force. Ils avaient toute leur force attendu une vie entière pour venir dire ce qu'ils savaient. Et nous savions que ces voix allaient s'éteindre. Donc nous avions non seulement la certitude que nous assistions à quelque chose qui était immense pour notre pays, immense pour notre vie, immense pour notre histoire, mais qu'en plus,
alors qu'il y a encore des gens de leur vivant qui nient, qui jouent sur le zyklon B, excusez-moi, tous ces salopards-là, avaient en face d'eux à Lyon encore les voix qui pouvaient porter le témoignage. Ces voix n'existent plus, ou très peu, je ne sais pas. Il y en a encore, peut-être, mais de moins en moins. Et nous avions aussi cette certitude-là, c'est que nous assistions à un procès qui rendait justice, qui rendait qui rendait hommage à ses victimes. Et pour terminer, parce que... Non, mais... je voulais vous parler de la plaidoirie de Maître Klarsfeld, Serge Klarsfeld, sur les enfants d'Isieux. Je m'étais demandé, mais comment est-ce qu'il va faire? Comment est-ce qu'on fait pour faire une plaidoirie sur 44 enfants assassinés? Parce qu'il y a eu je vous le dis, il y a eu des moments de ce procès qui ont été dramatiques. Les témoins d'intérêt général, notamment, qui sont venus prendre leur petite quart d'heure de gloire, leur petite quart d'heure de lumière. J'ai l'honneur et l'avantage. Est-ce que vous pouvez expliquer ce qu'étaient ces témoins d'intérêt général? Ce sont des gens qui sont venus profiter du procès pour parler d'un mouvement de résistance, c'est-à-dire que ces gens, à mon sens, et d'ailleurs le président les a remis un moment en place, à siffler la fin de partie, c'est des gens qui étaient venus nous faire des cours sur leur bravoure, sur leur courage. C'était pas le lieu. Et ces gens-là, à un moment donné, ils ont abîmé le procès. Fort heureusement, le président, qui a très bien œuvré, a ramené toujours aux victimes et toujours aux faits. Parce que ce que l'on jugeait, c'était pas l'histoire, c'était 3 chefs d'inculpation qui étaient extrêmement clairs. Et arrive Serge Klarsfeld, et on se demandait tous comment est-ce qu'il va faire. Ben, il a fait la plus belle chose qu'un avocat puisse faire. Il n'a pas plaidé. Il a cité les enfants. Et je vais vous lire parce que c'est ça qu'on a entendu. On n'a pas entendu de point d'exclamation, il n'y avait pas d'effet de manche dans ce procès. Il y en a eu et c'est dommage. Mais là, il n'y avait pas d'effet de manche. Là, Serge Klarsfeld, il a dit, par exemple, Sami Aldeshmer n'avait que 5 ans. Sa mère Laura avait été déportée le 20 novembre 1943, 9 convois avant le sien. Sami n'est pas revenu. Max Lénière avait 7 ans. Max n'est pas revenu. Les parents d'Otto Wertheimer ont été déportés le 17 août 1942. Il est resté seul, il avait 12 ans. Otto n'est pas revenu. Et il a même lu les lettres des enfants. Par exemple, Georgie Alfern qui dit « Pour Noël, on a mangé des pains d'épices, du chocolat, de la pâte de coin. On a bu un Ovomaltine. J'ai reçu une boîte de peinture. La maison est très belle, on va chercher des murs noirs, blancs et rouges. Je t'envoie 1 milliard de baisers. Georgie avait 8 ans. Et ça. Joseph Goldberg, qui a 12 ans, qui dit à sa maman « Je vais bien apprendre », parce qu'ils apprenaient, c'était une sorte de petite école, « Je vais bien apprendre, comme ça, pour qu'après la guerre, tu nous vois tous les deux intelligents avec son frère, et que tu ne nous vois pas comme des ânes. » Pendant la plaidoirie de maître Serge Klarsfeld, le banc était vide en face, mais était presque totalement vide, parce que même Jacques Vergès avait disparu. Lui qui souriait, lui qui faisait des rotomondates comme ça, il était... On ne voyait plus que le haut de sa tête. Parce que dans ces moments-là, il n'y a plus rien. Il n'y a plus que les enfants. Et aucun avocat de la défense, personne en face, ne pouvait répondre à ça. Et quand on lui a demandé des questions, maître, il a juste levé la main. Pas de questions, monsieur le président. Il avait intérêt à ne pas en poser. Voilà. Je vous remercie beaucoup, Serge, pour ce témoignage qui donne une idée de l'intensité de ce qui s'est passé dans cette salle d'audience. Et si aujourd'hui on peut partager cette émotion, c'est grâce aux archives audiovisuelles, parce que ce procès a été enregistré et qu'aujourd'hui on en a la trace minute après minute. C'est pourquoi, Madame Françoise Banaberger, est-ce que vous pouvez nous dire ce que sont ces fameuses heures d'enregistrement de ce procès?
Donc en fait, le procès Barbie a été le premier procès. On suivit ensuite plusieurs autres, mais notamment les deux procès Touvier et Papon. Donc le premier procès a fait l'objet d'un enregistrement en tant qu'archive audiovisuelle de la justice, qui a été rendu possible par la loi du 11 juillet 1985, voulue par le garde des Sceaux de l'époque, Robert Badinter. Robert Badinter avait une préoccupation générale sur les archives. Déjà, il se plaignait beaucoup de la mauvaise conservation des archives papier. Il a souvent raconté ses recherches difficiles autour du dossier Landru. Mais également, il a eu l'idée de constituer des enregistrements audiovisuels de procès revêtant un intérêt historique, en ayant également en tête que précisément ce procès Barbie allait se tenir, raison pour laquelle l'élaboration de la loi s'est faite à marche forcée pour que la loi soit passée avant que ce procès s'ouvre. Surtout qu'il était question d'une diffusion en direct du procès et ce à quoi il s'était opposé. Alors, en fait, on comprend bien pourquoi il y tenait. Inutile de rappeler le caractère exceptionnel de ce procès. Premier procès en France pour crime contre l'humanité, après des années de lutte, de traque. Première fois que finalement apparaissaient à ce procès tous ces témoins, 109 témoins dont la parole, comme vous venez de le dire, a bouleversé toute la France. Et première fois aussi qu'on jugeait des faits commis des dizaines d'années auparavant, ce qui a mené également, ce qui faisait que la question de l'histoire et des historiens et de l'apport des historiens à ces procès était particulièrement également une question qui mettait en jeu la mémoire et la justice, dont parlera tout à l'heure Denis Salas. En fait, la question l'origine de la loi du 11 juillet 85, c'est l'histoire mouvementée des rapports difficiles entre image et justice, en quelque sorte. En fait, de la fin de la guerre jusqu'au milieu des années 50, il n'y a pas eu de réglementation particulière sur l'entrée des journalistes de radio ou des photographes dans les prétoires. Et il y a eu un certain nombre d'abus qui ont été dénoncés. Toujours Robert Badinter raconte toujours que pour le procès Dominici, il y avait des photographes avec des éclairs de magnésium qui énervaient tellement le président qu'il a été demandé d'interdire ça. Il y a eu des circulaires qui ont réduit l'introduction, qui ont réduit cette possibilité, jusqu'à une loi de 1954 qui modifiait la loi sur la liberté de la presse, qui a interdit en fait l'entrée des journalistes et des photographes dans les prétoires, et d'une manière particulièrement forte, sans autorisation, sans dérogation possible à partir de 1958. Et c'est Robert Badinter qui, dès 1981, a commencé à infléchir un tout petit peu les choses en permettant ce qu'on a vu par la suite, c'est-à-dire l'arrivée des photographes et des journalistes avant le début des procès, et leur retour à la fin, lorsque le verdict avait été prononcé, mais c'était la seule possibilité. D'où l'importance de cette loi du 11 juillet 85. Bien évidemment, on ne pouvait pas faire l'impasse sur l'importance qu'avaient pris la télévision et la radio. On ne pouvait pas, et pour autant, on ne voulait pas Robert Badinter ne voulait pas que ce soit comme dans beaucoup de pays anglo-saxons, avec, à l'inverse, une justice dite spectacle. Donc, il a essayé, avec cette loi, de trouver un compromis. Donc, il réunit une commission de juristes en 1985, avec sa volonté qui était « doivent être enregistrés les procès revêtant une dimension événementielle, politique ou sociologique, tels qu'ils méritent d'être conservés pour l'histoire ».
Et à cet égard, la loi prévoyait qu'une commission consultative composée de magistrats, composée d'historiens, composée d'avocats, de journalistes et du directeur des archives de France se réunisse pour juger si cette dimension était bien présente pour décider de l'enregistrement d'un procès. Et pour Robert Badinter, il s'agissait d'aller bien au-delà des procès à contenu historique, tels que celui-ci, tels que celui à décolonisation par exemple, mais au contraire de pouvoir, avec ces enregistrements audiovisuels, pouvoir permettre de révéler ce qu'était la vie sociale, l'atmosphère, les rapports de pouvoir de la société, le fonctionnement de la justice et le regard de celle-ci sur la société. Il parlait par exemple des procès pour les avortements, où pour lui ça aurait été très important en fait qu'il y ait ces enregistrements de fait. Donc il s'agissait de permettre ces enregistrements à visée historique, mais en gardant avec une triple exigence qui était à la fois de préserver le bon déroulement des audiences. Ça c'est quelque chose de fondamental, c'est ce qui fait que pour ces enregistrements en fait on va avoir des exigences en termes de caméra, de points fixes, de ne pas pouvoir faire des zooms, des gros plans, des choses comme ça. Donc, bon déroulement des audiences, indépendance de la juridiction et évidemment préserver les intérêts des parties. Et donc, et avec un parti pris finalement plus historique et archivistique, qui, à l'inverse, ce n'était pas du tout une volonté journalistique. On voulait constituer des fonds qui permettraient ensuite cette histoire. Et d'ailleurs, les enregistrements, sauf incident qui aurait pu se passer, devaient être intégrales. Donc ça, c'est quelque chose Et finalement, on n'est jamais sorti, on n'était jamais allé plus loin que cette loi. Et pendant longtemps, on s'est posé la question de savoir comment concilier le fait qu'on voulait mieux faire connaître la justice, être plus pédagogue, parce que la justice est mal connue et mal aimée, etc. Et en même temps, on ne voulait pas faire cette justice spectacle, et donc on n'a jamais finalement légiféré une nouvelle fois après cette loi du 11 juillet 85. Aujourd'hui, en fait, hormis celle-ci, il n'y a que parfois quelques autorisations exceptionnelles qui ont permis, par exemple, les émissions de Raymond de Pardon, qu'on a pu voir, ou de Daniel Carlin. Donc pour revenir rapidement sur cette loi, qu'est-ce qu'elle dit ? Son champ d'application est très large puisque ça s'applique aussi bien aux juridictions judiciaires qu'administratives, depuis la Cour de cassation jusqu'aux juridictions de base. Ça concerne toutes les audiences dites publiques, ce qui fait que sont exclus tout ce qui est huis clos ou tout ce qui concerne par exemple les audiences des jugements des mineurs délinquants. La seule autorité qui peut décider de l'enregistrement, c'est une autorité juridictionnelle, c'est-à-dire soit le premier président de la Cour de cassation s'il s'agit de la Cour de cassation, soit le premier président de la Cour d'appel s'il s'agit d'une juridiction dépendante du ressort de la Cour d'appel pour une juridiction, soit le président de la juridiction administrative si ça devait être une juridiction administrative. L'enregistrement peut être demandé par toutes les parties, par le ministère public ou être d'office, avec donc un avis qui est demandé à cette commission consultative dont je parlais, et également un avis qui est recueilli auprès de tous les partis pour que tous soient d'accord pour que cet enregistrement puisse se faire, et avec des conditions strictes de consultation et de reproduction. Puisque dans la loi de 85, enfin la commission des lois de l'Assemblée nationale trouvait que c'était trop, aurait voulu pouvoir diffuser ces procès présentant un intérêt historique à la télévision. Et en fait, Robert Badinter ne voulait pas, parce qu'il disait que ce serait réveiller des passions trop vite et qu'il fallait laisser le temps passer, qu'il fallait préserver les intérêts des partis. Et donc, en fait, on ne pouvait pas avoir, l'autorisation de consultation, c'était après un délai, la consultation devenait libre après un délai de 20 ans. Et ensuite, l'autorisation de reproduction et de diffusion, c'était après un délai de 50 ans, ce qui est quand même un délai relativement long. Et avant ce délai de 50 ans, donc, il fallait demander une autorisation au président du tribunal de grande instance de Paris, toujours le même, pour une unité en quelque sorte de décision. Et puis voilà. Ces délais ont été assouplis assez rapidement, puisque en fait dès 1990, avec
la loi tendant à réprimer tout acte raciste, antisémite ou xénophobe, il a été décidé que la reproduction et la diffusion de ces procès, pourraient être rendues possibles immédiatement, après une autorisation toujours, mais qui serait accordée, immédiatement, dès lors que la décision était définitive. Donc c'est la raison qui a fait qu'à partir de là, ont pu être organisées les émissions et les extraits dont il sera fait mention tout à l'heure. Enfin, tout de suite, je vais presque finir. Donc, c'est très important qu'on donne le cadre juridique dans lequel l'enregistrement a eu lieu. Donc voilà, donc à partir de 90, pour les procès pour crimes contre l'humanité, uniquement, pas les autres, uniquement pour les procès pour crimes contre l'humanité, dès que la décision est devenue définitive, il est possible de demander au président de grande instance de Paris une autorisation pour la consultation, enfin pour la reproduction et la diffusion de l'enregistrement. S'agissant du procès Barbie à proprement parler, donc en fait c'est une requête du 31 mars 1987 du procureur général, dont Jean-Olivier Vioux, qui écrit, si vous voulez je le lis, « Attendu que s'ouvrira le 11 mai 1987 devant la cour d'assises du Rhône le procès Klaus Barbie pour crime contre l'humanité, que c'est la première fois qu'une juridiction française jugera un accusé de ce chef, qu'il résulte des 3 actes d'accusation joints qui ont saisi la cour d'assises que les faits retenus ont été commis en 1943 et 1944 à Lyon par un officier SS, membre de la Gestapo, en application de la doctrine et de la politique nazie, que la multiplicité de ces faits et la longue période de temps pendant laquelle ils ont été commis permettent de connaître par des documents saisis et des témoignages qui seront reçus à l'audience ce que fut l'occupation allemande dans la région, que pour cela, ce procès présente un intérêt pour la constitution d'archives historiques de la justice. » Donc évidemment, dès avril, un avis favorable est rendu par la commission. Un marché a été passé pour l'enregistrement à proprement parler, donc un marché passé à FR3 Lyon, tout simplement. De la même façon, un marché aussi pour la sténotypie, avec 2 enregistrements, il y a eu 4 caméras en fait fixes qui ont été utilisées pour réaliser cet enregistrement, avec pour chacun un enregistrement principal sur un support réputé à l'époque particulièrement fiable, un enregistrement de secours et un enregistrement de contrôle, et donc 185 heures d'enregistrement qui ont été ainsi constituées. Et ce qui est important de voir, et on voit bien que ces enregistrements audiovisuels, c'est en aucune manière une copie des archives écrites, que c'est bien en soi un nouveau type d'archive qui a son propre intérêt, puisque là, finalement, donc, les différents éléments des archives audiovisuelles, c'est la sténotypie, d'une part, la transcription, d'autre part, mais l'un et l'autre sont incomplets, voire parfois erronés. Et donc, le seul complet, c'est évidemment l'enregistrement audiovisuel, qui est visionné aujourd'hui dans son intégralité dans le cadre de l'exposition dont vous avez assuré le commissariat. Et par exemple, le téléx d'Isieux qui a circulé auprès de la Cour, ou bien les actes d'accusation qui ont été incriminant Barbie, qui ont été lus à haute voix, on ne peut les voir maintenant qu'à travers cet enregistrement et pas du tout, pas à travers les pièces papier. Voilà. Juste pour terminer cette histoire autour de l'enregistrement du procès Barbie. Par la suite, ce que j'ai oublié de dire, alors que quand même j'aurais dû le dire en premier, c'est qu'évidemment tous ces enregistrements audiovisuels étaient destinés à être déposés auprès de l'administration des archives. Donc la quasi-totalité, c'est de fait aux archives nationales. S'agissant du procès Barbie, en fait, il y a eu donc ce n'était pas très simple d'organiser les conditions de l'exploitation, de la diffusion et de la reproduction, raison pour laquelle c'est l'INA qui a en fait, pour des raisons de conservation, numérisé ce procès Barbie
Et c'est à eux que le ministère de la Justice et de la Culture ont délégué le soin d'assurer les conditions de l'exploitation à des fins professionnelles contre redevance, qui dans ce cas-là est évidemment été réduite aux frais techniques, tandis que les consultations à des fins scientifiques et individuelles et gratuites étaient faites aux Archives nationales. Voilà, juste ce que je voulais dire, c'est que à chaque fin de procès, chaque soir, il y avait 2 escortes policières. L'escorte qui ramenait Barbie en cellule et l'escorte qui ramenait sous très très bonne escorte tout ce qui avait été filmé dans la journée. Et qui était déposée d'abord aux archives départementales du Rhône, puis transmise au ministère de la Culture à Paris, puis déposée aux archives Voilà. Donc c'est un circuit, d'ailleurs, on y reviendra parce que il se trouve que Madame Banaberger était chef du service des archives judiciaires, des archives audiovisuelles du ministère de la Justice au moment du procès Papon. Donc là, on a un témoin direct. Jean-Marie Cavada, le 8 septembre 1993, vous réalisez une première. À savoir qu'à la marche du siècle, dans votre émission diffusée à 20h30 sur France 3, vous présentez pour la première fois un montage d'extraits des témoignages du procès Barbie. C'est un choc, c'était un nouveau choc. Il y a eu 87, le procès Barbie fait la une des journaux télévisés, de la presse écrite à la télévision. Et puis en 93, à nouveau, c'est une nouvelle, je dirais, une nouvelle étape et un nouveau choc. Est-ce que vous pouvez nous raconter dans quelles conditions vous réalisez cette première? Merci Dominique. D'abord, je veux saluer les personnes qui sont dans cette salle et la concentration d'attention teintée d'émotion que je lis sur vos visages. Et donc, avant que de vous raconter ça, je dois dire une chose. Je suis, à l'époque où vous parlez, journaliste, pas animateur, pas je chante pas, hein, et je suis aussi un enfant de la guerre. Et ceci est plus important que cela. Quand j'avais un peu plus de 4 ans, j'ai été élevé par l'assistance publique qui m'a placé dans une ferme dans les Vosges, où on m'a appris à traire le lait des vaches, parce qu'à 2 ans, je ne tenais pas ma tête, c'était la guerre, il n'y avait pas de lait, il n'y avait pas de calcium, ces choses. Et si je raconte ça, c'est que ça forge un point de vue, évidemment, qui n'est pas ordinaire. D'abord, les journalistes recherchent l'objectivité. Dans ce cas-là, la question ne se posait pas. Elle avait été traitée lors du procès. Et puis, les journalistes sont aussi des gens imprégnés de leurs histoires. Et c'est heureux. Et on nous avait raflé dans la montagne où j'avais été élevé, ça s'appelle Saulsures-sur-Moselotte, les Graviers, une petite montagne. On nous avait raflé, nous c'est les femmes et les enfants, puisqu'il n'y avait plus d'hommes. Hein. Ils étaient soit à la guerre, soit dans le maquis. Et on ne nous avait pas dit pourquoi. Il y avait une petite foule de femmes et de gamins qui tenaient voilà, dans les 2 premières rangées de cette salle, à peu près, de mémoire, on devait être à peu près une vingtaine de personnes. Au sommet d'une montagne qui est entre l'endroit où j'ai été élevé et la Bresse, qui est la patrie native de Paul Claudel. Et l'endroit en question s'appelle la Piquante, trait d'union, Pierre, la Piquante Pierre. Et on nous a demandé de reconnaître, je ne sais plus combien ils étaient, 8 ou 9 malheureux qui étaient donc enchaînés à un poteau d'exécution. La dame qui m'a élevé, qui était une paysanne, qui ne savait ni lire ni écrire, m'a simplement dit, si tu regardes autre chose que tes chaussures, tu auras une raclée. Et à mon avis, tous les gamins qui étaient à côté ont entendu le même sermon. Et ils ont demandé aux femmes, est-ce que vous connaissez? Et il se trouve que oui, il y en avait un qu'on connaissait parce que 2 jours plus tôt, la nuit, nuitamment, il était venu chercher dans la ferme où j'étais élevé de quoi manger. Et je me souviens très bien qu'il avait emporté un petit jambon, c'est toute ma vie, et que d'ailleurs il y avait une bataille avec, il y avait un des chiens de la ferme qui aurait bien voulu manger le jambon lui aussi. Je me souviens très bien de ça.
Et ils ont emporté quelques victuailles dans le maquis pour se nourrir. Donc j'ai vu dans un regard furtif, mais le sens du danger existe même pour les gamins. Et pour moi, le premier souvenir de ce qu'est la guerre, les drames de l'histoire, la violence, hein, et ce que disait Serge tout à l'heure, à savoir qui sommes-nous, des héros ou des salauds, eh bien c'est une chose assez simple. C'est un peloton d'exécution, un alignement de poteaux avec des jeunes hommes, très jeunes hein, d'ailleurs, ficelés, attachés. Et nous, on est sur le côté. Et c'est un éclair qui sort d'un fusil, le temps que vous tourniez la tête pour voir, ils sont par terre. À 4 ans et quelques, c'est la première chose que j'ai vue de ma vie. J'en ai jamais raconté ça, parce que, d'abord, il n'y a pas de quoi. Hein. Enfin bref, chacun met ses références dans les cénacles à qui veut bien en parler. Et c'est une chose que j'ai toujours eue en moi, parce que je suis de ceux qui croient, en raison de mon histoire familiale, très probablement, puisque je viens de vous raconter, que la paix est un moment entre deux tragédies, et que ce moment ne tient que si la partie civilisée des humains, ce qu'il y a au-dessus de la ceinture, domine en toutes circonstances de conflit, de violence, de querelle, la partie qui est en dessous. Et d'ailleurs, quand les fondateurs de l'Union européenne, enfin de l'Europe en tout cas, ont dit plus jamais cela, c'était bien cela plus profondément qu'ils voulaient dire. Plus jamais l'interruption de cette construction progressive à travers 20 ou 25 siècles de la civilisation des Européens par des barbares, régulièrement. Et pourquoi je cite ça? Parce que j'ai beaucoup travaillé, vous le savez, vous Dominique, sur l'histoire de la déportation, sur l'histoire, le massacre des Juifs, et d'ailleurs pas que des Juifs. Vous savez tout ça comme moi. J'ai fait beaucoup d'émissions quand j'ai eu un peu de pouvoir à la télévision, parce que je pense que et d'ailleurs les mois que nous venons de vivre en sont une tellement désastreuse illustration. On ne peut pas penser que la maturité des humains aura tiré perpétuellement la leçon de ce qui s'est passé. Je crois que l'histoire nous représente des plats. Comme on dit dans l'art culinaire, ils sont dressés différemment, avec des causes différentes, et qu'ils nous viennent. Alors j'ai consacré beaucoup de choses, beaucoup d'émissions à cela, notamment aussi sur le Veldiv, dont le président de la République, Chirac, s'est inspiré, c'est lui en tout cas qui me l'a dit, pour que je lui dise la liste des survivants, lesquels il a invités plus tard à l'Élysée. Ça, c'est l'épisode de 95. On n'en est pas là. Et donc, j'ai toujours utilisé cette possibilité très fréquemment. Je ne suis pas le seul, hein, d'ailleurs, objectivement, Dieu merci. Est-ce que je peux vous interrompre et vous demander de revenir en septembre 1993? Oui, je reviens, mais parce que ça peut sembler étrange que je me sois obstiné à pouvoir diffuser ça. Oui. C'est ce qui le motive, Dominique. Après, comment ça s'est passé exactement? C'est assez simple. Je me suis adressé à Pierre Truche, avec qui j'avais des relations de grande cordialité. C'est un monsieur que je respecte beaucoup. Et il m'a dit la procédure. Nous avons donc satisfait aux questions que vous avez évoquées, madame. Et la présidente du TGI de Versailles, puisque c'est elle qui avait en charge la réponse, de juger les pièces et de répondre. J'oublie son nom et je m'en veux si quelqu'un peut la retrouver. Ça me ferait plaisir. Vous la citez au début de la marche du siècle, que j'ai regardé à nouveau hier après-midi, et j'étais extrêmement frappée par l'intensité qui règne sur le plateau, où se trouvent les témoins du procès Barbie, comme Pierre Truche, Simone Lagrange, Geneviève de Gaulle, oui. Antonios, et puis déjà des lycéens européens, et il y a une très forte tension sur le plateau au moment où vous expliquez dans quelles conditions vous allez pouvoir diffuser ces témoignages, avec un avertissement, mais que tout enregistrement est interdit. Et c'est une émission qui se déroule au Centre d'histoire de la résistance et de la déportation de Lyon, et ça n'est pas par hasard non plus que vous choisissez ce lieu pour cette grande émission. Je dois vous avouer une chose, je ne regarde jamais mes émissions. Je n'ai jamais regardé une seule de mes émissions. Comme je suis quelqu'un de plutôt sévère dans le métier que j'ai exercé,
Je le faisais regarder notamment par quelqu'un que vous connaissez bien, qui était Sylvie Federbe, qui est une jeune femme qui est toujours là, bien sûr, qui a travaillé à France Télévisions très longtemps, y compris après mon départ. Et elle réunissait une petite équipe pour en faire la critique. Qu'est-ce qu'on a bien fait, qu'est-ce qu'on n'a pas bien fait. Mais moi, je ne le regarde pas pour deux raisons. Si vous regardez après, c'est une tranche de vie différente de celle à laquelle vous participez quand vous diffusez. Donc, je ne peux pas. Et donc, vous en savez plus sur mon émission, puisque je ne les ai jamais... Lina m'a très gentiment enregistré toutes ces archives, cette émission et toutes celles que j'ai faites dans cette série-là, mais je ne les ai jamais revues. Donc, vous allez le décrire vous-même. Voilà, mais et simplement, je veux, pardon Dominique, rendre hommage à Pierre Truche et à la présidente du tribunal en question, parce qu'on a eu des échanges très, très importants, et ce fut finalement une décision positive. Et vous dites que ce n'est ni un résumé ni une synthèse du procès, et que c'est votre volonté de transmettre cette mémoire, et c'est pourquoi vous proposez ce document exceptionnel, qui est un montage réalisé par Paul Lefebvre, qui était chroniqueur judiciaire, voilà, et qui avait choisi un certain nombre d'extraits. Et qui lui-même avait assisté au procès. Bien sûr. Il avait suivi le procès. Et qui n'était pas parti au bout de 2 jours. Et qui n'était pas parti au bout de 2 jours, oui. Oui, parce que des 600 journalistes présents au départ du Beaucoup procès l'ont Barbie. fait, sauf la presse allemande, qui est restée jusqu'au bout, sauf l'agence France Presse et sauf quelques journaux, dont Le Monde, Jean-Marc Théolaire, qu'on appelait le Prince. Il est resté jusqu'au bout. Ce sont des gens qui ont... Voilà. Mais voilà, moi je suis resté jusqu'au bout, d'abord parce que je suis de Lyon, mais il y avait une chose qui pour moi était terrible, c'est qu'il y avait un immense quartier de presse, il y avait un immense banc de presse, ils ont ouvert finalement le banc de presse pour que le public rentre, puisque les journalistes n'étaient plus là, et ça j'en étais triste pour nous. Revenons donc en 1993, si vous présentez cette émission avec les témoins, c'est donc dans l'idée de transmettre cette mémoire. Je rappelle aussi que le choix du lieu, donc le Centre d'histoire et de la résistance et de la déportation de Lyon, est né du procès Barbie, puisque c'est l'onde de choc provoquée à Lyon, dans la ville qui est face à son passé, passé difficile d'ailleurs, parce que c'est une ville de la résistance et une ville de la collaboration. Donc ce procès déclenche un certain nombre de remous, de conflits et de tensions. C'est aussi la ville du négationnisme. Donc pour toutes ces raisons, c'est un procès sous tension qui se déroule dans une ville très marquée par ce procès. Et donc vous présentez ce document exceptionnel avec d'emblée cette idée d'écouter ces témoins, de les écouter, de les rencontrer avant qu'ils ne disparaissent, et puis de transmettre. Donc d'emblée, vous avez l'idée que la télévision, et ça c'est grâce aux archives du procès, que la télévision joue un rôle dans la transmission de cette mémoire. C'est presque un truisme, mais vous le dites si élégamment qu'on en ferait une pensée. Non, c'est même la moindre des choses. Si ce machin de pixels en couleur sert à quelque chose, de mon point de vue, et je pense que ce n'est pas Jérôme qui dira le contraire, c'est bien ça. Ce que j'avais voulu donner comme signal, c'est votre observation qui m'y fait penser, c'est que le document du procès avec le témoignage d'un certain nombre de victimes dans ce procès, la présence de certains d'entre eux sur le plateau, d'autre part dans une configuration plus vivante et quelques années plus tard, et des enfants d'école que j'avais fait inviter exprès pour donner le signal que c'est là que ça se passe. On se disait tout à l'heure d'ailleurs que l'éducation nationale porte dans on devrait leur confier beaucoup plus la responsabilité aux éducateurs, aux enseignants, très clairement parlant, de développer cette période de l'histoire. Les conquêtes napoléoniennes en seconde tiennent une dizaine de pages dans les bouquins, les constructions de l'Europe 2 pages, et encore l'une d'entre elles c'est une carte. Et cette période-là, il n'y a pas assez de témoins encore vivants à l'époque des livres qui y figurent. Parce que la mémoire, ça ne peut se transmettre que par ce que vous venez de faire là, ce que vient de faire M. Chalandon. C'est quelque chose qui
qui est vivant, qui a ses vibrations, qui a ses émotions, qui a ses détails. J'ai toujours été frappé par quelque chose. Quand j'ai pris la présidence de Radio France, on a monté avec une maison d'édition quelque chose que nous avions à cœur pour une raison simple. C'est la même chose un peu plus tard. Pourquoi? Qu'est-ce que c'était la guerre de 14-18 quand on vivait dans une famille, quand on vivait dans les tranchées? Qu'est-ce que c'était? Et on a donc lancé cette idée de paroles de poilus. Des dizaines de milliers de lettres disaient ce que l'histoire ne savait pas dire. Vous voyez, il arrivera un jour que 39-45 fera l'objet de la même, je dirais, introspection intime, et c'est ce qu'il faut souhaiter. Moi, en tout cas, c'est ce que j'ai voulu faire dans ces émissions. Même chose pour la rafle, parce que c'est le rôle de la télévision, bien sûr. C'est un de ses rôles essentiels, et comment vais-je dire, c'est à l'heure où les Français sont debout qu'il faut diffuser ça, pas à l'heure où ils sont couchés. Parce que je trouve que c'est une insulte, d'abord au devoir civique de redevance, et puis c'est une insulte aux événements importants. Et j'étais très content ces temps-ci, j'ai vu des documents absolument remarquables cette semaine, encore diffusés. Je me suis dit, enfin, non seulement il y a de la mémoire, mais il y a de la conscience. Et dans la période que nous venons de revivre, que vous me fassiez venir pour témoigner de choses que finalement j'ai plus ou moins oubliées. Je parle des conditions d'eux, parce que c'était mon boulot tout simplement. Hein. J'ai accepté avec grand plaisir, parce que toute la séquence épouvantable politique, c'était la chose dans laquelle nous vivons, rappelle que c'est hautement nécessaire ce que vous évoquez, ce que les uns et les autres nous avons fait. Et que vous avez commencé dès 1993, nous permettre de voir. C'est un moment très fort, parce que sur le plateau, il y a Geneviève de Gaulle, il y a Sabine Zlatin, Marcel Sturze, et Sabine Zlatin, c'est une de ses dernières apparitions, c'était la directrice de la maison d'Isieux, et c'est une de ses dernières apparitions en public. Donc c'est aussi prolonger l'onde de choc du procès Barbie et le porter au plus large public, puisque ont été privilégiés ceux qui ont pu assister aux audiences du procès. Les échos ont été très démultipliés, mais il n'empêche que de voir l'intérieur, la salle d'audience, le dispositif, la solennité, ces témoins venir à la barre parler, seule la télévision et les images de la télévision permettaient de faire comprendre à beaucoup, et en particulier aux jeunes, ce qui s'était déroulé. Ce qu'il faut préciser, Madame Messica, si vous permettez, et que la responsable des archives tout à l'heure a très justement évoqué, c'est l'extrême prudence avec laquelle Robert Badinter avait codifié ça. Alors on ne peut pas le suspecter de mollesse dans ces sujets-là, hein, vraiment. Et si vous regardez d'ailleurs le document, les valeurs plans avaient été négociées. Il n'y avait aucune fantaisie pour le réalisateur. L'éclairage lui-même avait été contrôlé. La distance de prise de son avait été contrôlée de façon à ce qu'il n'y ait pas d'intimité excessive qui fasse d'un côté ou d'un autre balancer des choses qu'ils voulaient voir, eux, comme une représentation judiciaire. Hein, que ce soit l'exact reportage, mais presque impartial par sa valeur, comment dirais-je, les cadrages. C'était d'ailleurs absolument monotone du point de vue... bon. Alors, le problème n'était évidemment pas là. Justement, vous me permettez une transition avec votre voisin de droite, Jérôme Clément, qui était président d'Arte, et je reviendrai sur ce qu'il a permis de réaliser grâce à son action. Pardon, excusez-moi. Avant de parler, Jérôme Clément, de votre rôle, de votre double casquette, celle d'Arte, je voudrais d'abord revenir. En 2009, sort sur les écrans en France le film d'Amos Gitaï, qui porte le titre de votre témoignage, de votre récit autobiographique, « Plus tard, tu comprendras ». Et ce film frappe le public parce que ce film s'ouvre sur une scène très forte, filmée de manière extrêmement proche et crue, qui est l'ouverture du procès Barbie.
Et on comprend très bien que c'est une manière de nous introduire dans le fait que ce procès Barbie sert de déclenchement, de prise de parole, à la fois dans les familles, et bien sûr aussi dans les écoles, mais aussi brise le silence dans beaucoup de familles qui jusqu'à présent n'avaient jamais pris le temps, voulu ou su parler de cette période. Et je crois que c'est tout à fait symbolique et très fort que vous avez pu nous donner cette dimension personnelle que provoque ce procès Barbie pour toute une génération. Dans ce qui me concerne, c'est un mélange effectivement d'histoire personnelle et d'histoire professionnelle. On reviendra sur les anecdotes qui sont étroitement intriquées. Mais je ne veux pas dire effectivement quand le procès a eu lieu en 1987 que j'étais encore conscient des choses. J'ai le souvenir d'avoir vu ça. Moi, je suis né après la guerre. Je n'avais pas conscience du tout dans ma famille qui, du côté maternel, avait été éprouvée, puisque c'est l'histoire de ce que j'ai raconté après, à savoir l'arrestation de mes grands-parents à Auschwitz, qui sont morts à Auschwitz, et les drames que ça a pu constituer pour ma mère, et sur lequel j'avais une perception, ce qui n'est pas le cas de ma sœur Catherine ici présente, j'avais une perception très floue, en fait, une zone grise, les choses qu'on sait sans les savoir, mais surtout dont on ne parle pas. Et le fait de savoir les choses, enfin de ne pas les savoir en même temps, faisait que quand le procès Barbie a eu lieu, quand j'en ai vu sa représentation à la télévision, ma mère était vivante, et je ne crois pas que j'avais, à l'époque, pris un intérêt majeur, quoi. C'était quelque chose qui était encore occulté. Occulté parce que les témoins vivants, en particulier ma mère, ne voulaient pas qu'on en parle. Et c'est seulement après la mort de ma mère en 1996, et encore après celle de son deuxième mari, que j'ai pu affronter cette question. Mais sans doute le procès Barbie avait-il déjà imprimé sa marque, sans doute que j'en sois conscient, que j'en ai la perception aussi forte que celle que j'ai pu avoir. Et dans le récit que j'ai fait de cette histoire, c'est-à-dire finalement le secret, le fait que on ne parlait pas de ces choses, et comme on n'en parlait pas, on ne les savait pas, tout en les sachant, bien sûr, parce que le silence disait plus que finalement la parole, peut-être, en tout cas, c'était étroitement mêlé. La discussion qu'il y a eu ensuite quand Amos Gitaï a voulu faire un film à partir de cette histoire, je crois qu'il a très bien compris et montré ce que je n'avais pas vraiment moi-même écrit. Et je garde un souvenir justement de cette scène dans laquelle le personnage qui joue ma mère, qui est Jeanne Moreau, regarde la télévision, voit le procès Barbie, une scène très forte d'ailleurs du procès Barbie, et elle l'éteint dès que son fils arrive. Et quand il lui dit « mais qu'est-ce que tu regardais ?» elle lui dit « rien, voilà, elle voulait pas en fait en parler à son fils. Mais par cette scène mise en image, Amos Gitaï a très bien compris, très bien raconté en fait la difficulté de transmission qu'il pouvait y avoir entre les générations, et d'une certaine façon le rôle de déclencheur que le procès Barbie avait eu dans la prise de conscience collective, même si c'était pas tout de suite, et même si dans des gens comme moi, ou dans ma génération, ou dans mon cas particulier, mais je pense que je ne suis pas le seul, il y avait ce côté caché, dit, pas dit, ce qu'on sait, ce qu'on ne sait pas, ce qu'on veut regarder, ce qu'on ne veut pas regarder, etc. Et c'est seulement plus tardivement que j'ai pris conscience de cela. Et Amos Gitaï l'a très bien retranscrit avec le raccourci que permet le cinéma, dans une scène qui illustrait très bien en quelques secondes, quelques minutes, très bien cette situation. Alors je crois que le travail a fait son chemin, et je ne vais pas venir tout de suite à ce qui nous a rapprochés, vous et moi, parce qu'on en parlera tout à l'heure, mais c'est vrai qu'ensuite, et là c'est après avoir quitté Arte, très récemment, il y a quelques années, j'ai produit un film sur l'enlèvement de Klaus Barbie. Et à cette occasion, j'ai eu beaucoup... je l'ai fait simplement parce qu'en bavardant un jour avec deux amis, dont l'un était avec moi à Matignon et l'autre à l'Élysée, Bernard Garcia, qui était conseiller diplomatique, et Régis Debray, qui était à l'Élysée, ils ont décidé à deux,
à trois, avec Robert Badinter, j'y reviendrai dans un instant, qu'il fallait prendre Klaus Barbie, même si Robert Badinter récuse le terme d'enlèvement, mais en fait c'est quand même ça qui s'est passé, c'est-à-dire qu'on a extrait Klaus Barbie de l'endroit où il était pour de Bolivie pour le ramener à Paris. Et en bavardant au cours d'un déjeuner, j'ai dit mais il faut qu'on raconte cette histoire parce qu'il y avait plein de choses qu'on ne savait pas. Et on a fait un film qui a été très intéressant, d'autant que des témoins sont morts, dont Antoine Blanca, qui était aussi responsable de l'Amérique latine et qui était aussi au cœur qui était ambassadeur d'ailleurs en Argentine à ce moment-là. On voit que pour que Klaus Barbie arrive le 11 mai 87 dans le box des accusés, c'était très compliqué. Voilà. Et justement, en vous écoutant tout à l'heure, je me souvenais de conversations que j'ai eues avec Robert Badinter et avec Régis d'ailleurs aussi sur la question de savoir, parce que François Mitterrand se demandait s'il fallait faire un procès. Et en fait, il avait une véritable hésitation sur le fait de savoir, sur l'enlèvement de Klaus Barbie. L'enlèvement de Klaus Barbie, la décision, elle a été prise en fait beaucoup par Bernard Garcia, par Defer, par Gaston Defer. Et il y avait des choses qu'on ne savait pas à l'époque, c'est qu'il y avait aussi une demande d'armes de la part de l'opposition bolivienne du pouvoir de l'époque et qui voulait absolument, et comme ils étaient en France et qu'ils venaient à la cantine de déjeuner avec nous à Matignon et qu'un jour on a dit bah écoutez, il se dit est-ce que vous pourriez pas nous aider, nous donner des armes pour renverser les dictatures, et Garcia leur a dit bah écoutez d'accord mais en échange on veut Barbie. Et c'est comme ça que les choses se sont nouées. Ensuite avec Régis qui lui-même avait été avait fait une première tentative d'enlèvement complètement foireuse. La bagnole était tombée en panne quand ils allaient. Mais en 1971. 1971, voilà. Et donc il y a un concours de circonstances tout à fait incroyable qui s'est produit et qui a rendu d'abord l'enlèvement possible, réussi dans les conditions assez rocambolesques malgré tout, à la limite de la légalité républicaine, et ensuite avec un échange d'armes. Enfin, c'est tout un roman, c'est ce qu'on a raconté dans le film, parce que les armes sont arrivées au mauvais aéroport, c'est les forces officielles qui les ont eues, pas les insurgés, enfin, etc. Mais après, la question du procès s'est posée, et la question aussi de la diffusion des images. Et c'est vraiment Robert Badinter. Mitterrand s'est laissé assez vite convaincre, malgré tout, même s'il a hésité, parce que rouvrir cette plaie, faire un procès, remettre tout ça sur la scène publique, c'était compliqué, quoi. Je vous interromps un instant, c'est que la peur était que c'était le tortionnaire de Jean Moulin qui rentrait en France. Voilà. Non, oui, mais juste c'était le tortionnaire de Jean Moulin. Voilà. Mais, et en plus du père de Robert Badinter, et Robert Badinter l'a appris au moment du procès. Il ne le savait pas avant. Donc il a découvert pendant le procès de Klaus Barbie, en exigeant d'ailleurs qu'il ait lieu sur les lieux mêmes où Barbie avait opéré ses forfaits à Lyon. Et c'est dans le film qu'il a appris l'histoire finalement de l'arrestation et de la mort de son père. Non, mais juste pour rajouter quelque chose, c'est que le combat de Jacques Vergès à la première minute du procès, c'est ce procès est illégal. Oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'on a mis un temps fou à rentrer dans le procès. D'abord, il disait s'appeler, je vous rappelle, Klaus Altmann et non pas Klaus Barbie. Mais vous avez absolument raison de dire qu'on était à la limite de la légalité républicaine, parce que oui, nous jugions un homme qui avait été enlevé par la force, par la ruse, et aurait pu, et je me souviens d'un trouble... Oui, enfin, il y a un débat. Il y a un débat, mais... Il y a un débat là-dessus parce que Badinter est absolument contre. Il a été en fait arrêté en territoire bolivien à la demande des autorités boliviennes et remis à la France en Guyane, d'où il a été transféré sur un avion français et ensuite il a été extradé vers la France qui avait demandé son extradition. Bien sûr, mais moi ce que je peux vous dire, c'est que les avocats de la partie civile avaient froid dans le dos. Ils se sont dit, si Vergès joue bien, et Dieu sait que ça pouvait être tout, mais c'était un bon avocat aussi, lui, il n'avait de cesse que de ramener ça, et d'autant, et vous l'avez dit, et ce qui était extrêmement important, c'est qu'il y a eu deux Jacques Vergès pendant tout le procès. Le Jacques Vergès dans la rue, qui parlait aux journalistes, vous allez voir ce que vous allez voir, notamment sur Jean Moulin, et le Jacques Vergès, dès qu'il entrait, on parlait plus de Jean Moulin et on parlait du procès. Donc c'est cette ambiguïté qu'il a fait
planer sur tout le procès, sur je vais vous dire des choses qui ne vont pas plaire à la République. Et l'autre chose qui ne vont pas plaire, en gros, c'était, moi, je vais briser le mythe de la résistance. Et ça, pendant 2 mois, ça a plané sur tout le procès. Non, mais on ne va pas raconter ici tout le procès, toutes les ambiguïtés du procès. Moi, ce que je trouve intéressant, effectivement, dans ce que j'ai pu vivre, c'est comment la prise de conscience du procès a ensuite entraîné un intérêt professionnel que j'ai eu, qui a permis effectivement à la mémoire de se développer. Bon, il se trouve que j'avais les moyens de le faire. Et alors, j'en viens peut-être au... Alors, le film Davos Gitaï a été un déclencheur parce que je n'avais pas perçu finalement, même on vit des choses, on ne les comprend pas. On écrit des choses. Ce qu'on écrit, en fait, n'est qu'une partie déjà de ce qu'on comprend et qu'on ne sait pas encore. Et même si le film a posé beaucoup de problèmes, la mise en image a révélé aussi peut-être des éléments de compréhension de la réalité de l'époque et de la mémoire que je n'avais pas vraiment comprise. Et c'est là où on a fait ensemble pour rappeler, grâce à Jérôme Clément, qui était président à l'époque d'Arte, en 2000, première étape, la diffusion de 80 heures d'extraits du procès Barbie, grâce à la collaboration avec les Archives nationales et l'INA. Puis, toujours grâce à Jérôme Clément, en 2011, l'édition de 19 heures d'extraits du procès Barbie dans un DVD qui est toujours disponible, avec un plus, comme on dit dans le jargon, Jérôme Prieur qui a demandé à un certain nombre de témoins, d'acteurs et de penseurs de commenter ces 19 heures de procès. Et c'est vrai, je crois que ce long chemin de la mémoire a été rendu possible par votre action et qui effectivement mêle et croise à la fois un intérêt personnel, peut-être conscient ou pas, et un intérêt professionnel. Sur ce troisième épisode auquel j'ai été directement mêlé, moi j'avais l'idée comment on pouvait rendre accessible au grand public 200 heures, disons en gros, de procès. Parce qu'évidemment, personne ne peut regarder 200 heures. Et donc, j'avais eu l'idée de faire Philippe Truffaut et moi-même, on les a regardés. Bah oui, justement. Oui, mais vous m'avez dit à quel point ça avait été éprouvant. Parce que, en fait, pour expliquer simplement ici, c'est que rendre 200 heures, c'est impossible. Il fallait donc en faire un résumé. Mais comment on choisit, quels épisodes on choisit dans 200 heures de procès, alors que justement la nature du procès tient à sa longueur et à ses silences, à ses moments creux, à ses moments forts. Et donc, c'est une mission impossible. Donc, on a réuni, rappelez-vous, j'ai réuni une commission, parce que je ne me sentais pas capable de savoir comment faire, avec un certain nombre d'historiens. Il y avait Jeannet, il y avait Truche, d'ailleurs, aussi, qui était là, Anne Sinclair, il y avait Madame Simone Veil. Madame Simone Veil aussi, qui était là, effectivement, et j'ai réuni toutes ces personnalités, et vous, en leur disant, comment on fait, quoi? Est-ce que c'est bien, d'abord, de faire ça? Est-ce qu'on a le droit de résumer un procès de 200 heures en 20 heures, ou en combien d'heures visibles? Donc c'était une vraie question de fond. Et ensuite, comment on choisit? Est-ce que vous êtes d'accord, vous qui représentez une certaine, à la fois, catégorie professionnelle et éthique, pour qu'on fasse ça, pour qu'on fasse cette entreprise? La réponse a été oui. La réponse a été oui. Donc on s'est lancé dans cette entreprise assez folle, confiée à Dominique Missika, justement de regarder toutes ces heures et de faire un montage à partir de ces heures. Mais ça a été, je crois, tellement éprouvant, enfin vous pouvez en parler, que finalement il n'y a pas eu de suite. Moi j'aurais voulu qu'on fasse le procès Papon, j'aurais voulu qu'on fasse le procès Touvier, et qu'on rende accessible au grand public quelque chose qui résume, c'est difficile à résumer, mais qui reprenne ça en compte. Mais ça a été un travail terrible, il a fallu des années pour mener ce travail à bien, et avec des problèmes de conscience très très grands, et une fatigue énorme de ceux qui ont eu... Mais si, vous l'avez dit souvent. Le cadre était fixé. Le tribunal de grande instance nous avait donné cette autorisation, mais nous avions précisé que nous ne ferions aucun montage dans les propos, que nous garderions l'ordre chronologique, que les paroles ne seraient en rien, évidemment, dénaturées par des coupes intempestives,
Et c'est vrai que est née l'idée avec Philippe Truffaut, le réalisateur de ce DVD, l'idée de faire une sorte de condensé, de faire des cercles concentriques, c'est-à-dire que petit à petit, on réduisait, et avec aussi en tête l'idée qu'il y avait 107 témoins, 42 avocats, 39 pour la défense et 3 pour les parties civiles et 3 pour la défense, qu'il y avait les experts et qu'il y avait surtout, et je vais me permettre de donner la parole à Denis Salas, un rituel judiciaire. C'était un procès d'assises ordinaire pour un accusé extraordinaire, mais c'était un procès d'assises avant tout. Et par conséquent, il était, je finis juste ma phrase, il était nécessaire de conserver et de ne rien laisser échapper du rituel, de ce qu'on appelle le rituel judiciaire, qui pour les profanes comme nous, on était, je me souviens très bien avec Philippe Truffaut, on était prêts à se dire, bon bah ça franchement, la venue des experts à l'audience, bon ça va, ok, c'est... bon, allez. Et là, on savait que, en réalité, c'était impossible de les supprimer, puisque dans un procès d'assises, les experts sont demandés et viennent à la barre. Je vous prie de m'excuser, hein, mais quand j'ai accepté de venir ici, ben d'abord parce qu'il s'agit de cet événement-là, on peut pas. Et puis deuxièmement, parce que c'était vous, on a quand même pas mal travaillé ensemble, et parce que c'était ce lieu surtout aussi. Je savais que je devais quitter les lieux à 20h30 et je ne peux pas faire autrement. Je ne voudrais pas que vous le preniez comme une légèreté ou une impolitesse, mais de toute façon, il y a assez de personnes autour de la table pour être suffisamment circonstancié. Du coup, j'ai retrouvé le nom de la présidente du TGI de Versailles, c'est Madame Cochard. Oui. Et je veux lui rendre hommage. Je ne sais pas ce qu'elle est devenue, mais voilà. Merci en tout cas. Vous êtes excusé. Merci beaucoup. Pardonnez-moi. Denis Salas, en tant que magistrat, vous portez un regard sur ce procès Barbie, qui est un regard extrêmement, je dirais, légitime et fondé. C'est-à-dire que, en fait, pour vous, c'est un modèle, une sorte d'exemple, et qui est une référence. Pourquoi ce procès particulièrement ? Il fait référence... Il fait référence et il a une portée parce qu'il se situe dans une chaîne de procès, d'intervention de la communauté internationale et des communautés nationales depuis le procès de Nuremberg, si vous voulez. Et depuis Nuremberg, il y a eu effectivement une période assez longue où il ne s'est rien passé. Et progressivement, la figure du génocide a réapparu au cœur de l'Europe, en ex-Yougoslavie et ensuite en Afrique, au Rwanda. Et la communauté internationale a vu renaître en quelque sorte le spectre du totalitarisme et du racisme et des guerres ethniques, etc. Et la nécessité de reconstruire un outil procédural du niveau de celui qui avait été mis en vigueur au moment du procès Barbie a réapparu à un niveau mondial. Et là, effectivement, on change complètement de registre. On passe d'un niveau, en quelque sorte, national. Il y a eu Israël avec le procès Eichmann en 1961. Le procès Barbie s'inscrit, je crois, dans la même perspective que le procès Eichmann. Et puis ensuite, en France, qu'on appelle les procès de la deuxième épuration, Touvier et Papon. Et puis après, tous les autres qui ont suivi. Donc il est axial, le procès Barbie. Hein. Il n'appartient pas à la sphère de Nuremberg, parce que Nuremberg, c'était la dimension, je dirais, mémorielle, victimaire, était peu présente. C'était une dimension de liquider les nazis à travers des incriminations de complot ou de cas d'agression. Et la dimension mémorielle était peu présente. Elle apparaît beaucoup plus au moment du procès Eichmann, et elle va effectivement, mais on l'a dit tout à l'heure, se développer beaucoup dans le procès Barbie. Ce que je retiens, c'est un premier point, à mon avis, très important, mais je ne sais pas si on en mesure la portée. Si vous voulez, dans toute l'histoire, je suis un peu général, ce sont les vainqueurs qui écrivent l'histoire.
Ce sont les vainqueurs qui écrivent l'histoire. C'est la violence politique qui écrit l'histoire. Et là, brusquement, on voit apparaître quelque chose de tout à fait nouveau. Ce sont la petite voix inaudible jusqu'à présent des rescapés, des victimes, des endeuillés, qui vont être candidates à l'écriture de l'histoire. C'est énorme comme gap franchi, si vous voulez. Et là, moi, je trouve que j'avais relevé une citation de Simone Weil, la philosophe, dans leur enseignement. On parle de châtier Hitler, mais on ne peut pas le châtier, ne désirer qu'une chose, c'est d'être dans l'histoire. Qu'on le tue, qu'on le torture, qu'on l'enferme, qu'on l'humilie, l'histoire sera toujours là pour protéger son âme. L'histoire retient la victoire des vainqueurs et oublie la défaite des victimes. Eh bien, avec ces procès, c'est totalement inédit. Les victimes sont candidates à l'écriture de l'histoire, de leur histoire, et c'est la justice, et personne d'autre, qui va leur donner l'occasion d'avoir une scène où présenter leur récit, exposer leurs paroles et, en quelque sorte, s'emparer d'un pouvoir narratif, celui d'écrire l'histoire. Ça me semble là vraiment Eichmann, Barbie, ce sont les deux grands moments où on bascule. Hein. C'est ce que Annette Viorca appelait l'ère des témoins. On bascule de ce côté-là. Les États se retirent du jeu et laissent en quelque sorte les victimes et leurs porte-parole et tous ceux qui les ont autorisés à le faire. Ça me semble vraiment un enseignement majeur, si vous voulez, dans l'héritage. La deuxième chose, j'ai 3 points très brefs. La deuxième chose, c'est qu'il me semble, mais j'ai travaillé après, évidemment, le procès Babet, surtout sur le procès Papon et Touvier, mais il me semble qu'on a un peu trop exalté la portée antinégationniste de ces procès. Je me souviens qu'on avait travaillé beaucoup à l'époque avec Bertrand Poirot-Delpech, pas avec vous, de Sœur Chalandon, mais on en discutera tout à l'heure. Et Poirot-Delpech nous avait dit, voilà, il avait fait un papier dans le bouquin qu'on avait fait à l'époque, il avait dit, ce procès, c'est le meilleur vaccin antinégationniste qu'on ait inventé. Il a effectivement évoqué la culture de la preuve et la fonction affirmative de ces procès et les vertus de la preuve qui sont extrêmement importants, évidemment, parce que ce sont des crimes sans témoin. Et que si vous n'apportez pas la preuve de la criminalité, eh bien, la culpabilité ne peut pas être démontrée. Alors je crois qu'on en a eu quelques exemples pendant la campagne électorale qui vient de se dérouler, qui a des courants contraires extrêmement puissants, et qui s'exprime dans les médias et partout, et qu'il faut rappeler le discours de Veldiv de Jacques Chirac en 1995, mais c'est une chaîne, ça, pour moi. Hein. Le procès Papon en 1997, et puis l'arrêt du Conseil d'État en 2002, qui reconnaît la responsabilité civile de l'État français dans la déportation des Juifs de France. C'est trois constructions juridiques extrêmement solides qui forment un bloc mémoriel et juridique qui sont extrêmement puissants. Alors ça, comme si ça n'existait plus, comme si on remettait en cause cet héritage-là. Donc notre tâche est effectivement d'entretenir cette mémoire, parce qu'effectivement, j'étais à Lyon, j'ai revu la plaque commémorative sur le procès Barbie, au milieu de la salle des pas perdus, là où le procès a eu lieu. Eh bien, les étudiants passent, on la voit, elle est là, on organise des colloques souvent là aussi. Bon, voilà, cette mémoire-là, il faut l'entretenir parce que, effectivement, Jean-Marie Cavada y a contribué beaucoup lui aussi. Elle disparaît. Et le troisième point, c'est les juges et les historiens. Parce qu'à l'époque, on avait beaucoup travaillé sur cette question-là, et il y avait vraiment un divorce. Et les travaux des historiens, alors beaucoup d'historiens ont boycotté ces procès, pas beaucoup. Certains historiens, pas tous, pas exagéré non plus, ont boycotté ce procès au nom de la supériorité de la science historique sur les imperfections de la vérité judiciaire, en gros. Et il y a eu un débat important qui s'est déroulé. Je viens de lire le bouquin d'Audouin Rousseau sur le Rwanda. Il est extrêmement critique sur l'intervention de la justice dans les procès. Et l'exposition que vous avez réalisée montre à quel point elle est importante au niveau probatoire. Je pense qu'il faut dépasser ce débat. Et alors, nous, on a travaillé à notre association sur un des acteurs du procès Touvier, le juge d'instruction Jean-Pierre Getty, qu'on a longuement interviewé. Et il nous a révélé des choses intéressantes.
qui dépasse ce clivage histoire-droit, en quelque sorte. Et il nous a dit, voilà, pour instruire ce procès, à l'inverse du procès Barbie, j'avais un obstacle majeur qui était l'opposition politique. On avait l'opposition politique au moment de Touvier, il y a eu une autre opposition du côté Papon, et au moment de Touvier, c'était Pompidou. Il fallait qu'effectivement faire silence et arrêter cette guerre, ce moment où les Français ne s'aimaient pas, et tourner la page. Eh bien, les 4 acteurs qui ont joué un rôle important, que j'ai identifié, parce qu'un juge d'instruction seul, avec ce greffier, il n'a pas un pouvoir considérable, hein, il faut qu'il réunisse des énergies autour de lui pour avancer dans cette direction-là. Premier acteur, on en parle peu, mais ils ont joué un rôle déterminant, la gendarmerie. La gendarmerie, mais l'armée qui est hiérarchisée, mais qui a une culture d'indépendance et qui sait travailler avec un juge indépendant, bien que, effectivement, les connexions avec le pouvoir politique sont, comme vous le savez, extrêmement importantes, surtout dans ce ministère-là. Eh bien, la gendarmerie a été l'axe, enfin l'outil principal qui a permis de capturer Touvier à l'époque, sous les ordres d'un juge indépendant. Donc ça me semble un point important pour rappeler le rôle des acteurs indépendants dans ce registre-là. Deuxième rôle, c'est la presse d'investigation, évidemment. Jacques de Rogy, le Canard enchaîné, ont joué un rôle très important dans la traque de Touvier. Troisième acteur extrêmement important dans ce registre-là, évidemment l'action du couple Klarsfeld, qui a donné énormément d'informations au juge d'instruction. Et puis le dernier acteur, hein, on l'a découvert là, je l'ignorais, un comité informel d'historiens. Et Getty nous a dit, voilà, je n'ai aucune connaissance de cette période. Je n'avais pas, il fallait que je me remette dans le bain, que j'explore ce contexte-là. J'ai téléphoné à Jean-Pierre Azéma et je lui ai dit, aidez-moi à construire mon procès, mon instruction. Je ne sais pas si Chris Cerise a fait la même chose pour le procès Barbie. Non, mais il dit avoir énormément lu, et c'est vrai que vérité judiciaire et vérité historique, il faut cesser de les opposer, parce que c'est vain et c'est contre-productif. Voilà. Alors je pense que cet exemple-là, il faudrait qu'on travaille cette question-là. Il faut dépasser ce clivage. Et dans les comités d'historiens informels pilotés par le juge d'instruction, on se réunissait chez Azéma, il nous l'a dit très clairement, on en discutait. Il y avait René Raymond qui était là, il y avait François Bédarida et Getty, et puis ils ont étayé l'instruction, vérifié les dires, etc., et construit en quelque sorte la démarche de la vérité qui était explorée par Getty. Donc là, je pense que c'est un point important. Et puis dernier point, j'en aurais terminé, c'est une question alors, qui devient aujourd'hui très lourde. C'est la question du pardon. C'est le mot de Jean Kelevitch. Le pardon est mort dans les camps de la mort. Mais nous, on revient du Rwanda et on s'aperçoit que c'est une question qui est très lourde aujourd'hui dans les politiques mémorielles. La mémoire a triomphé dans ces procès, mais elle nous lègue une charge très lourde du sens de cette politique mémorielle qui se heurte à différents obstacles et une exploration absolument nécessaire. J'ai l'impression, enfin, pas régler la question tout de suite, mais que il y a différentes conceptions qui apparaissent du pardon, et il y a aussi des initiatives individuelles qui se manifestent. Il y a des politiques, notamment au Rwanda, l'Église est extrêmement présente pour faire une pression sur les individus, les victimes, pour qu'elles entrent dans une démarche de ce type-là. Le gouvernement a une autre démarche. Et les individus, les victimes, malgré les gachachas, malgré les juridictions, malgré l'intervention de la justice, sont seuls face à une quête de vérité à laquelle il n'a pas été répondu. Et on s'aperçoit, alors il y a un mot que j'aime beaucoup, c'est ce que disent les poètes rwandais, le voyage du pardon. C'est-à-dire qu'on est seul pour accomplir ce voyage initiatique, pour aller vers la vérité qui nous a été dérobée et que seul, et c'est le paradoxe cruel, le bourreau détient. Face à ce défi-là, ils doivent effectivement accomplir ce voyage qui est marqué par l'absence d'aide et l'incertitude sur le but à accomplir. Voilà. Non, juste pour revenir sur l'exemplarité des procès face aux négationnistes, moi j'ai été très troublé quand même. Nous sommes à Lyon, en plein procès Barbie,
Et devant le palais de justice de Lyon, alors je sais que il est fou, mais quand même, il y a Robert Forisson et quelques jeunes qui distribuent des tracts sur le mythe de la Shoah, le mythe d'Auschwitz, sur le grand cirque de ce procès et les VRP de la douleur, en plein procès. Alors, deux jeunes juifs sont intervenus assez vigoureusement, mais quand même, en plein procès, l'un des héros du négationniste est là, c'est-à-dire ça ne lui fait... Enfin, ça ne le touche pas. Alors, évidemment, ce n'est pas la majorité des Français, mais même dans ces moments-là, des moments qui touchent au sacré, le négationniste est là, devant la porte, et il continue son travail de sape. Donc, c'est d'une violence absolue. Et j'ai assisté, moi, alors... il a eu mal physiquement parce que les jeunes pensaient qu'il fallait que la peur change de camp et pour une fois elle a changé de camp. Mais c'était bouleversant de voir que même dans ce procès-là, il était là. Vous avez vu le procès le procès du siècle, le procès de David Irving. On voit effectivement comment les avocats anglais ont introduit une procédure contre David Irving pour faire reculer le négationnisme. Moi, je me souviens d'une scène très, très, très forte. Nous avons fait un colloque sur le négationnisme à la Cour d'appel de Paris, et on s'aperçoit brusquement que Forisson est là. Procès sur le négationnisme. Et alors là, je rends hommage à Pierre Truche, qui était à l'époque procureur de Paris, et qui a fait taire complètement. Il faut le pénal pour ça, si vous voulez. Il faut le pénal, sinon on peut pas. Il a dit immédiatement à l'ouverture du colloque, voilà, il y a 3 procureurs dans la salle. Chaque mot qui sera prononcé pourrait être retenu à charge contre vous. On a eu une paix royale. On peut peut-être l'utiliser. Non. Bon, d'accord. Mais il y avait la loi Guesso qui était là et qui nous permettait de... Pour animer un débat, c'est assez... ça permet de l'intimidation, ça peut... On a un enregistrement du visuel. Forisson, Badinter. Oui. Je disais juste que parmi les enregistrements, on a en procès Forisson-Badinter en 2007, qui a fait l'objet d'un enregistrement audiovisuel. Un procès en diffamation. Oui, bien sûr. Il est temps, comme la tradition l'exige, de donner la parole à la salle pour essayer de répondre à vos questions. Voilà. Qui veut prendre la parole? Juste un problème technique. À propos des autorisations de filmer, si une des parties refuse, qu'est-ce qui se passe? C'est le président, on ne l'a pas assez dit, c'est le président de l'audience qui donne l'autorisation. La loi lui donne la possibilité de le faire, il peut ne pas le faire. Ça peut le demander, mais c'est lui qui décide in fine. Le procès rwandais, le président de l'audience a décidé de filmer, en tout cas pour le procès en première instance, l'intégralité de ce procès. Donc on va pouvoir y travailler. Le procès en appel et en première instance. Mais c'est le président qui décide. Hein. C'est ça, mais c'est-à-dire qu'il décide du huis clos. Il décide que quelqu'un sorte. C'est lui qui décide. Il décide même, ça s'est vu dans certains procès sensibles, s'il y a trop de gens à l'extérieur qui attendent. Il estime que le public devrait rentrer. Il fait rentrer le public, même si les gendarmes estiment que ça peut faire un problème dans la salle. Il est maître de l'audience. À propos du pardon, Jean Kelevitch avait quand même reçu l'allemand qui lui avait écrit. Et je voudrais dire qu'en tant que fille de déportés, on n'a pas du tout été élevés dans la haine, pas dans le pardon, mais les enfants des Allemands n'avaient rien à voir avec la guerre. Et ma fille travaille en Allemagne maintenant. Pardon de citer Paul Ricoeur. J'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais Paul Ricoeur disait les incognitos du pardon, cette manière dont détourner. Et il faisait, à propos du procès Barbie, alors je ne sais pas, si vous qui étiez, vous allez me confirmer, Sœur Chalandon, Truche m'a toujours dit que Barbie a parlé 3 fois. Une première fois en espagnol, quand il a comparu, en répondant Klaus Altmann. Une deuxième fois en allemand, devant les parties civiles, confronté à Sabine Zlatan, en allemand une deuxième fois, et une troisième fois en français. Alors, ça, Truche nous l'a souvent dit, et il interprète ça comme une manière de s'adresser aux victimes dans leur langage,
à elle, pour reprendre ces incognitos-là qu'il faut décrypter. Mais en même temps, son dernier mot était de parler aux victimes dans la langue des victimes, ni en anglais ni en espagnol, mais en français. Pour dire, d'ailleurs le propos est retraduit tout à l'heure, la guerre est finie. C'est ça, mais il ne s'est pas adressé aux victimes civiles, il ne s'est pas adressé à la population juive exterminée, il s'est adressé à la résistance. Oui, mais en français. En français. Le message était... Il faut le décrypter un peu aussi comme ça. Enfin, moi, j'ai beaucoup travaillé sur le pardon en temps de guerre, et ce que m'ont toujours répondu les gens, c'est « mais on ne m'a pas demandé pardon ». Ce que nous disent, les Rwandais travaillent beaucoup là-dessus actuellement, ce qu'ils nous disent, c'est que non, le pardon, on n'a pas... Les bourreaux ne demandent jamais pardon. Donc, on ne va pas attendre éternellement une parole qui n'aura jamais. Par contre, nous, on peut avoir une démarche d'oubli actif, comme dit Ricoeur, qui nous permet aussi de garder la trace et de purger la dette pour s'inventer un futur. Si vous voulez, on ne peut pas vivre en permanence dans une mémoire qui nous fait souffrir. Donc le pardon, mais un pardon minimal, si vous voulez, pas un pardon chrétien, évidemment, un pardon individualisé dans chaque cas, peut justifier aussi une issue dans les impasses de la mémoire. Moi, je voudrais aussi avoir une pensée particulière, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais je voudrais insister sur le rôle majeur qu'a eu Robert Badinter dans cette affaire. D'abord, en veillant non pas à l'enlèvement, mais à la légalité, enfin, aux conditions de la légalité de l'enlèvement. Il ne voulait pas que ça soit justement un acte qui s'inscrive dans un cadre qui ne soit pas strictement légal. Parfois, il poussait un peu presque le raisonnement, parce que, comme on l'a dit, on était vraiment sur le bord. Mais c'était très important pour lui que, justement, le criminel soit jugé dans un cadre légal. La deuxième chose, c'est qu'il a insisté, ça n'a pas été... j'ai des points de vue différents là-dessus, mais enfin, il a joué un rôle, en tout cas, dans le fait que le procès ait lieu, en particulier en insistant auprès de François Mitterrand, là aussi dans un cadre très légal, que le procès ait lieu à Lyon, et sans lui, ça n'aurait pas été possible. Alors, c'était très important que ça se passe dans la prison de Lyon, et enfin, en ayant fait la loi qui a permis la diffusion des images. J'ai vu Robert Badinter pas plus tard qu'avant-hier matin pour enregistrer son témoignage. Il y a un point sur lequel il a été effectivement toujours extrêmement rigoureux, c'est justement que les garanties des droits de l'accusé soient entièrement, les droits de l'accusé soient entièrement respectés à la lettre et qu'il bénéficie de toutes les garanties d'une défense. C'est lui, Klaus Barbie est jugé sur les lieux de ces crimes, donc à Lyon. Ça allait à peu près ça allait de soi. En revanche, ce que Robert Badinter a souhaité, et ça allait de soi, je vous interromps une minute, ça allait de soi, mais ça a quand même fait l'objet d'une discussion. Absolument. Mais là où il est intervenu, et il le dit, et il l'avoue, et il le reconnaît, c'est pour que, au lieu de transférer Klaus Barbie à la prison Saint-Joseph, il souhaite qu'il passe sa première nuit à Montluc. Hein. Ça, c'est là où les résistants étaient enfermés. Voilà. Ça, c'est ce qu'il demande. Il le raconte d'ailleurs très joliment, puisqu'il le dit, chaque année, il allait au sport d'hiver à Tignes et on le prévient par téléphone de l'arrivée de Klaus Barbie à l'aéroport de Bron. Et il demande, alors que l'administration pénitentiaire, pour des raisons de sécurité, parce qu'on avait très peur que Klaus Barbie soit une cible. Il y avait d'ailleurs une femme qui avait pris un fusil et qui l'attendait à l'aéroport. Donc pour des raisons de sécurité, l'administration pénitentiaire ne voulait pas qu'il soit à Montluc, qui était une prison qui était une prison de femmes d'ailleurs à l'époque, et qui ne satisfaisait pas aux exigences de sécurité. Donc Robert Badinter demande expressément, et ça c'est vrai que c'est son intervention, qu'il soit incarcéré à la prison Montluc. Et pour éviter tout conflit d'intérêts,
il ne se portera pas partie civile alors qu'il aurait pu l'être, puisque son père a été donc arrêté lors de la rafle du 2 février 1983 dans les locaux de l'UGIF. Et de ce point de vue-là, il dit bouleversé de découvrir les documents qui sont signés de Barbie qui rend compte de la rafle, mais il ne se porte pas partie civile pour que justement ne pas troubler. Il en a parlé dans le. Oui, il en a parlé aussi dans le film qu'on a fait sur l'enlèvement de Klaus Barbie, oui. Oui, oui. Mais il n'en parle pas volontiers, c'est vrai. Et quant au fait de filmer les procès à des fins historiques, il dit que c'est parce qu'il avait été frappé par les images du procès Pétain, quelques brèves minutes qui ont été tournées, où on voit Pétain assis dans la salle d'audience, très surpris de voir arriver Pierre Laval, qui a été expulsé, enfin qui a été ramené d'Espagne, amaigri, mal habillé, et Pétain regarde extrêmement surpris son ancien président. Et il dit que ce regard vaut beaucoup. Et c'est ce qui l'a habité pour faire de telle sorte que on enregistre ces procès, mais une fois de plus, que l'on ne... Parce que quand on lit la presse de l'époque, il y a un sondage qui est fait dans Télé 7 jours. Est-ce qu'il faut rediffuser en direct ou pas le procès Barbie ? Une fois de plus, le 11 mai 87 à 13h10, l'ouverture du procès est retransmise en direct à la télévision française. C'est jusqu'à l'ouverture des débats, je crois. Absolument. L'ouverture des débats, le président Serdini dit cessez, messieurs les photographes, de graver ces images. D'ailleurs, c'est assez... amusant de l'entendre dire gravé, parce que, bon, voilà. Enfin, je pense comme il me l'a confié, il avait quand même légèrement le trac. C'était quand même... voilà. D'ailleurs, c'est une question que je voulais vous poser, Serge Salandon. C'est qu'en fait, les caméras sont oubliées. En fait, les caméras filment, mais est-ce que on sait dans la salle d'audience, ou est-ce qu'on se soucie, est-ce que quelqu'un se soucie du fait que ces caméras filment en permanence ce procès ? Alors, ce qui est magique, moi j'ai eu la chance, si je puis dire, parce que c'était difficile, mais de couvrir et le procès Klaus Barbie et le procès de Paul Touvier. Et donc, parlons de Barbie, puisque c'était la première fois. Mais je crois qu'au bout de 1 heure, on a cessé de regarder les caméras. C'est-à-dire qu'elles étaient totalement... Elles n'étaient pas invisibles, mais elles faisaient partie du décorum au même titre que les colonnades et que la barre des témoins. Personne, j'en suis absolument persuadé, personne sur aucun banc n'a joué avec les caméras. C'est-à-dire que les caméras auraient été là ou pas. Je pense qu'extrêmement vite, c'est un peu comme dans la télé-réalité, si je peux me permettre, quand les caméras tournent et que les gens oublient totalement, et donc ils sont ce qu'ils sont. Mais à aucun moment, ça n'a pas influencé ni les attitudes, ni il n'y a pas eu d'effet de manche en regardant les caméras. Les caméras nous ont regardés, mais je crois que personne ne les a vus. Moi, pour avoir donc assisté au début du procès Papon, c'est exactement la même chose, mais c'est longuement organisé en amont. C'est-à-dire qu'il y a eu énormément de discussions à ce moment-là avec le président de la juridiction, avec l'entreprise qui s'occupait de ça, le prestataire, pour absolument être très attentif à ce qu'il n'y ait absolument mais aucun risque d'utilisation de la caméra par les uns ou les autres. C'était une charge, une responsabilité particulièrement lourde et qui a beaucoup occupé. Bien sûr, et d'autant, on l'a dit, mais donc on le répète, les caméras sont des objets fixes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de plan, il n'y a pas de mouvement. La caméra et le cadreur sont 2 personnes immobiles, en fait. D'ailleurs, ce qui nous a beaucoup intéressé quand on a regardé ces images aussi, c'est que
pendant toute la durée du procès, les témoins sont face au juré, face à la cour et tournent le dos au public. En revanche, grâce à la caméra, vous avez les témoins de face. Ce qui aussi donne une source d'information et de réflexion qu'on ne peut pas avoir quand on est témoin du procès. C'est ça, c'est-à-dire que le public et les journalistes n'ont jamais vu les larmes des témoins. Jamais. C'est-à-dire qu'on les voyait, mais c'est en regardant les films que moi, pour la première fois, je les ai vus de face. Donc nous avions, pour la première fois dans l'histoire, le point de vue de la cour d'assises. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur tout à l'heure, Monsieur Salas, vous avez évoqué une conversation avec Bertrand Poirot-Delpech, et puis donc sur son espoir d'exemplarité de ce genre d'événement par rapport au négationnisme. Et puis j'ai senti qu'apparemment cet espoir n'avait pas été totalement satisfait. Bon, Monsieur Chalandon a raconté l'anecdote de Lyon, mais en quoi, est-ce qu'ils ne servent à rien? Est-ce que ça donne de l'eau au moulin des négationnistes? Comment vous jugez cette chose-là? Comment vous estimez cette chose-là? Non, j'ai voulu dire que l'axe du propos de Bertrand Poirot-Delpech, c'était précisément de nous dire que ces procès, mais aussi les films, les émissions de télévision, imprégnaient la mémoire collective, si vous voulez. Et j'ai le sentiment rétrospectivement qu'il y avait une dimension un peu utopique par rapport à ça. Comme si un film, une émission de télévision, sans faire injure à Jean-Marie Cavada et au film que vous avez fait, à lui seul, on l'a vu récemment encore. Il ne faut pas non plus se voiler la face, si vous voulez. Donc, non, ce que j'ai voulu dire, c'est un travail continu. Voilà. C'est un travail continu et qu'à elle seule, une émission de télévision ou un film ne peut pas suffire à façonner une culture qui nous permet effectivement d'être armés pour faire face à ce discours de la négation, si vous voulez. C'est ça que j'ai voulu dire. Et j'ai plutôt milité en faveur d'un rapprochement du monde du droit et du monde de la justice pour, si vous voulez, construire ces outils-là et non pas agir dans une sorte de défiance mutuelle qui me semble assez contre-productive. Donc voilà, c'est plutôt ça que j'ai voulu dire, mais ça n'enlève rien à l'enthousiasme et à la crédibilité des propos de l'époque de Poirot-Delpech. Voilà, mais quand bien même on se trouve en face d'un criminel, ce criminel, on va le juger. Donc là, pour le coup, je ne parle pas de mémoire, je ne parle pas d'histoire, je parle de justice. On juge un criminel pour 3 faits particuliers. Ça, c'est la justice. Si la mémoire peut être aux côtés de la justice, je crois que c'est bien. Oui. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de la défense qui a été présentée par Vergès et de son attitude aussi au cours du procès? Écoutez, je vais essayer d'être bref, mais il avait plusieurs axes de défense. Premier axe, qui était intenable, Barbie obéissait aux ordres. Excusez-moi, tout premier axe, ce n'est pas Klaus Barbie, il s'appelle Klaus Altmann. Ça n'a pas tenu. Deuxième axe, il a été enlevé. Ça n'a pas tenu, puisqu'effectivement, Robert Badinter et tout était absolument verrouillé. C'est un procès légal. Troisième tentative, il obéit aux ordres. C'était qu'un tout petit rouage, balayé par la signature. Comme avait dit quelqu'un, il y a des gens qui ont du sang sur les mains, d'autres qui ont de l'encre sur les mains. Mais signer un acte de déportation, c'est tuer les déportés. Donc c'est parti. Quatrième axe, qui était celui où il me semblait être beaucoup plus à l'aise, c'était, mais qui sommes-nous pour le juger, nous qui avons aussi commis des crimes? Donc là, il a joué sur ce qu'il appelait les crimes en Algérie, crimes à Madagascar, etc. Donc il a fait produire des avocats, notamment un avocat algérien. Il a fait produire des gens qui disaient, mais oui, c'est un procès de vainqueur. Mais imaginez-vous, à l'inverse, si nous avions été vaincus. Donc c'est un procès de vainqueur. Nous sommes en train de juger un soldat qui a perdu la guerre, mais
qui sommes-nous pour le juger, puisque nous aussi, si on juge Barbie aujourd'hui, il faudrait que tous les criminels de guerre, tous les crimes contre l'humanité soient jugés, et nous en avons fait. Donc c'était... voilà. Et il y a une chose qui était extrêmement désagréable, à mon sens, et là, il jouait sur ce qu'il préférait, c'est-à-dire l'homme seul. Donc plus de 40 avocats en face, qu'il appelait la meute. Et lui était seul, disait-il, mais je suis face à la meute. Et le problème, c'est qu'il y a des avocats, pas les grands avocats, pas ceux qui défendaient les déportés, mais d'autres avocats qui défendaient la petite association de résistance, qui voulaient être là comme ça dans la lumière, et qui des moments disaient, ont osé dire, mais on ne parle pas de justice ici, on parle de mémoire. Et lui disait, non, je vous rappelle qu'ici on parle de justice. Donc ce qui était douloureux, c'est que parfois il se faisait le héros de l'homme qui travaillait sur le code pénal. C'est-à-dire qu'il se faisait fort de dire une seule personne ici reste dans les clous, qui est les clous de la justice, avec Truche, Serdini, etc. C'est moi, et vous parlez de quelque chose qui peut être vivant partout ailleurs, mais pas ici dans cette cour d'assises. On juge un homme pour ce qu'il a fait. Et là, enfin, et là c'était très tangent, c'était très compliqué, il y a eu des gros débats. On reprochait 3 choses à Barbie. 2 choses qui étaient absolument de l'avis général. C'était Klaus Barbie, c'est la rafle de l'Ugif et Isieux. Il y avait une 3e chose, c'était le dernier train du 11 août 1944, le dernier train pour Auschwitz. Et là, même des avocats de la partie civile ont dit, il n'y a pas Barbie. Il n'est pas sur le quai, il n'a rien signé, etc., etc. Donc, il disait, on n'est pas à l'aise là-dessus parce que c'est un peu... Allez, on va... Et il y en a même 2 que je connais bien, ce sont des grands avocats, dont un, malheureusement, est mort. Alors, je vous dis ce qu'il a dit, je ne juge pas. Mais il m'a dit, la grandeur de notre justice, ça aurait été que sur 2 cas, il soit coupable, et que sur un autre, il y ait une sorte de... qu'on ne sache pas et qui est un doute. Et là, c'est la grandeur de la justice. Et là, on n'était pas dans une totalité, parce qu'il y avait 3 faits. On juge, comme n'importe quel criminel, on juge 3 faits. Est-ce qu'il y a un doute sur un fait? Il y aurait pu avoir un doute sur un fait. Tant pis, moi, ça ne me dérange pas. Mais ça s'est posé. Donc, voilà. Barbie, Vergès, excusez-moi, tout son travail a consisté à dire nous n'avons pas les mains propres. Et je vous le dis, une chose qui a blessé plein de gens et qui nous a blessés tous, je pense, c'est qu'à la sortie du procès, à la sortie du tribunal, le dernier soir, il est condamné. Ça y est, il va mourir en prison. Ça y est, c'est fini. Il fait chaud à Lyon, il y a des gens qui se baignent dans les fontaines, etc. Et Vergès a eu ce qu'il souhaitait, ce qu'il espérait. Il a eu la haine, les gens qui hurlaient, qui lui ont craché dessus, etc. À dire que l'image, j'aurais aimé, nous aurions tous aimé, un Vergès seul qui sorte dans un silence de mépris, dans un silence de mort, dans un silence de respect. Et brusquement, c'est comme si tout le monde avait Barbie, et donc des gens l'ont tapé, il a été exfiltré par la police par une autre porte. Et on s'est dit, mais qu'est-ce que c'est dommage. Le respect aurait voulu que cet homme-là, qui est un avocat, mais que cet homme-là s'en aille seul, tête basse, il avait perdu, mais ne rajoutons pas des cris qui n'avaient aucun sens. La France, l'humanité avait gagné ce procès. Il était condamné, il allait mourir en prison. Chut, silence maintenant. Et ce silence n'a pas eu lieu et j'en étais vraiment très triste. Nous en étions tous très tristes. Peut-être que c'est trop évident, mais évidemment, il y avait la candidate d'extrême droite qui argumentait à propos de qui était responsable. Est-ce que l'État était responsable? Et est-ce que vous pouvez un peu parler de cette question que vous avez abordée, par exemple? On va laisser Denis. Non, j'ai peur que ce soit un autre sujet. Moi, j'ai juste une chose à dire. Ce parti vient, ses racines. C'est le petit Clamart, ils ont essayé de tuer De Gaulle. C'est l'Algérie française, c'est l'OAS, c'est tout ça, c'est ce parti. Elle a été élevée là-dedans. Quand elle nous dit que la vraie France était à Londres, madame,
Mais voilà, c'est tout. Oui. Non, mais c'est une instrumentalisation de l'histoire à des fins partisanes. Voilà. Oui, mais il faut justement, parce que ce type de discours, si vous voulez, peut réapparaître dans une campagne électorale par rapport à une personne qui a eu combien 35% de suffrages, qui est des millions de gens, qui donc donne crédit à cette parole en tant que telle, qui remet complètement en cause tout un débat mémoriel qu'on a eu, que la justice a eu, que la France a eu, que Jacques Chirac a formalisé, qui a été relayé par tous les politiques. Et malgré ça, les suffrages se portent massivement vers cette personne et crédibilisent d'une manière cette parole. Donc je pense que c'est pour nous tous une leçon absolument énorme à retenir pour faire œuvre de mémoire et continuer à travailler cette question-là d'une manière permanente. Et j'insiste beaucoup dans une sorte de symbiose, de conjonction entre les énergies professionnelles qui peuvent se manifester et non pas dans des querelles de chapelle qui ne font que nous affaiblir. La bête, ça prouve que c'est jamais fini. Bien sûr, c'est jamais fini. Bien sûr, la bête immonde, elle a plein de visages. C'est pour ça que la mémoire est essentielle. Parce que vous avez un principe fondamental de notre Constitution qui est la liberté d'expression, qui peut céder devant la diffamation ou devant l'atteinte à la vie privée, qui suppose effectivement des procès, et que là, on considère que, à part loi Guesso qui suppose une expression beaucoup plus vigoureuse et construite, là, on estime que c'est sa liberté de parole de dire ça. Si non, mais... Oui, mais... Non, mais... Attendez. Non, il y a eu des débats. Attendez, c'est extrêmement. Non, mais c'est extrêmement important. Le débat public. Madame, elle a dit quoi? C'est ça qui est très important. Elle n'a pas dit du raffour crématoire. Elle n'a pas dit que c'était un détail. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a simplement dit que la vraie France était à Londres et que ce qui était en France, c'était l'État français représenté par Pétain qui n'est pas la France. Vous pouvez attaquer ça? Non, mais ça, si vous voulez ce que c'est, nous on a travaillé sur le discours vichiste, c'est exactement la reprise du discours de la droite extrême pendant les années noires. Il y a la France, et puis le reste, c'est l'impureté. Donc les étrangers, les délinquants, les immigrés, dehors. Et ça, c'est exactement le discours de la pureté raciale, sans le vocabulaire de l'époque, qui ressurgit avec d'autres mots. C'est exactement ça. La France et l'anti-France, cette opposition simple, qui structure son discours, qui, si vous voulez, est le principe actif. Il y a tout un travail qui continue à être fait. Il est sans doute battu en brèche par moments par certains. En Brecht. Mais en Brecht. En Brecht. Voilà. Mais il n'empêche qu'il a lieu et il faut le continuer. Oui, malheureusement, le procès Barbie n'a pas stoppé aucun des procès, aucune des émissions, aucun des livres, aucun des films. Mais heureusement qu'on excusez-moi, je pense que tous, madame, tous dans notre... On ne laisse rien passer, madame. Non. On ne laisse rien passer. Ça, je peux vous le dire. Non, mais je vous le dis, on ne laisse rien passer. Voilà. Je vous remercie. Voilà, je remercie les participants. Voilà.